merci aussi et salutations aux organisatrices, aux organisateurs. Longue vie à cet observatoire sur la liberté d'expression. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin et d'avoir la chance de partager quelques idées autour de cette riche thématique, la liberté d'expression. Ce que je vous propose ce matin, c'est d'explorer ce lien entre l'activité expressive, la protection de l'activité expressive et une notion qui apparaît de plus en plus dans la littérature pour tenter justement de répondre et de rendre compte de ces phénomènes que l'on observe avec les médias sociaux, avec l'activité en ligne, c'est-à-dire la liberté d'attention. Tant et si bien que beaucoup commencent à se demander, le New York Times, il y a quelques années, commençait à se demander s'il ne fallait pas redéfinir la liberté d'expression, puisque les espaces d'expression sont devenus surabondants. Ce qui est devenu rare, c'est l'attention, la capacité d'attention. Dans un monde où l'attention des auditeurs constitue une ressource rare, n'y aurait-il pas lieu de recalibrer, voire même re-questionner la liberté d'expression? Et c'est autour justement de ces interrogations que je vous propose de traiter finalement des liens entre ces deux libertés complémentaires que sont la liberté d'expression et la liberté d'attention. On sait que la liberté d'expression comporte deux volets. Le volet, bien sûr, qu'on appelle actif, c'est-à-dire le volet de la personne qui émet une information, mais aussi le volet de la personne qui la reçoit. Et ce sont ces deux compléments, et la liberté d'expression, elle est généralement garantie aux deux niveaux, aux deux extrémités, si on veut. La liberté d'expression comporte donc à la fois le volet qui protège la personne qui s'exprime et la personne qui reçoit. Qu'en est-il de l'attention? Peut-être un petit retour définitionnel, c'est la capacité de concentrer volontairement son esprit sur un objet déterminé. J'emprunte là cette définition à Célia Zolinsky et d'autres auteurs là, qui ont écrit un texte sur l'économie de l'attention et le droit il y a 3 ans, en 2019. Donc, une capacité de se concentrer volontairement sur un objet déterminé. Et c'est bien de cela dont il est question lorsque l'on voit un très grand nombre de critiques à l'égard du fonctionnement des médias sociaux qui sont devenus, par le jeu de cette règle cette règle de winner take all, sont devenus des monopoles qui réussissent essentiellement à non seulement dominer l'univers des échanges d'informations dans la société actuelle, mais surtout réussissent à supplanter de plus en plus les médias fonctionnant selon une logique de responsabilité éditoriale. En somme, tout se passe comme si la domination des logiques de responsabilité éditoriale, c'est-à-dire cette idée selon laquelle la personne qui diffuse l'information répond des abus et des fautes dont la diffusion de cette diffusion, comme en matière de publicité trompeuse ou de diffamation, ben, c'est comme si on était passé d'une logique de responsabilité éditoriale à une logique de risque. C'est-à-dire que les environnements connectés ne sont plus des environnements qui fonctionnent selon des logiques de responsabilité éditoriale. Ils exploitent l'attention en valorisant les données massives au moyen de dispositifs algorithmiques, d'intelligence artificielle et d'autres outils technologiques, tant et si bien que les enjeux de qualité de l'information s'articulent selon une logique de risque. En fait, ce que l'on craint à l'égard du fonctionnement des médias connectés, des réseaux sociaux, c'est le fait que nous sommes de plus en plus exposés à des risques de désinformation, des risques de manipulation, qui résultent en grande partie du fait que l'entreprise qui profite de la valorisation des données n'a pas l'obligation de gérer la qualité de l'information qui circule. Dans l'univers connecté, ce qui permet de générer de la valeur, c'est le nombre de clics.
peu importe que ce soit sur une question extrêmement importante pour la société ou que ce soit sur les fantasmes sexuels de telle ou telle vedette. L'important, c'est de générer du clic. Et par conséquent, il y a là une série de conditions qui mettent à risque les personnes ou les individus connectés dans la mesure où il n'y a plus, où il y a moins d'acteurs à qui on peut imputer une responsabilité éditoriale. Et c'est autour donc de ces notions que je vous propose d'explorer finalement quelles sont les pistes à suivre, les pistes qui devraient être considérées. En fait, au plan du droit, ce qu'on peut observer, c'est que cette capture attentionnelle, elle n'est pas nouvelle finalement. Les médias éditoriaux, les médias ont toujours été financés en grande partie par cette capacité de constituer des auditoires de façon à ensuite financer leurs activités de diffusion d'informations sur le marché publicitaire. Ce qui a changé, c'est que les entreprises qui maintenant captent avec efficacité l'attention sont des entreprises qui n'ont pas de responsabilité éditoriale. Alors, comment on peut appréhender tout ça par le droit? Moi, je pense qu'une piste possible, c'est de revoir deux notions qui sont des notions classiques en droit. Le droit à l'information, qui est une notion qui a émergé au cours de la deuxième moitié du 20e siècle et qui met l'accent sur la prise en compte des intérêts du public. Finalement, c'est au nom du droit à l'information que se sont développés, par exemple, les préceptes déontologiques dont parlait Alain Saunier il y a quelques instants. Et donc, à ce titre, la notion de droit à l'information a constitué un facteur de structuration des raisonnements à l'égard des limites de la liberté d'expression, et notamment les limites à la liberté des médias. Avant que Internet engendre une anesthésie dans les réflexions sur les droits, et notamment sur le droit à la communication, la commission MacBride, mise en place sous les auspices de l'UNESCO à la période pré-Internet, appelait à la réflexion pour concevoir ce qu'elle met de l'avant comme étant un droit à la communication, c'est-à-dire un droit qui visait à structurer les approches pour sortir de cette impasse des années de l'après-guerre où on se retrouvait avec les conceptions libérales de la liberté d'expression et les conceptions soviétiques de la liberté d'expression qui essentiellement tournaient en rond, et c'est ce qui d'ailleurs a empêché des instances comme l'ONU d'aller très loin dans son articulation des tenants et aboutissants de ce que devait être la liberté d'expression. Et la commission MacBride mettait de l'avant l'idée que le droit à la communication, c'est un droit, bien sûr, de discussion, de participation, un droit de poser des questions, d'être informé, un droit à la culture, un droit de choisir, un droit à la vie privée, une série de droits relatifs au développement de l'individu. Et à cet égard, on peut se demander si cette idée de droit à la communication n'a pas été abandonnée trop vite. Dans l'euphorie d'Internet, dans la littérature, on constate que tout le monde s'est mis à dire, finalement, on a le droit à la communication, tout le monde est connecté, quiconque possède un téléphone connecté, il peut participer au débat, à la discussion, il peut prendre la parole. Et par conséquent, le droit à la communication est quelque chose qui, désormais, est chose faite. On s'est aperçu, cependant, que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les environnements connectés. Et il faut, il me semble, revenir sur l'idée de la protection de l'attention, un objectif qui n'est pas nouveau. Dès 1951, par exemple, la Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Pollack, parlait du droit ou de l'impératif de protéger l'attention des personnes, c'est-à-dire que lorsqu'un commentaire, lorsqu'une activité expressive met à mal la capacité des récepteurs
de recevoir de façon adéquate, de façon loyale les messages, ben, il y a un enjeu de protection de la liberté d'attention. Et cet enjeu est particulièrement important dans ces univers connectés et ces univers d'intelligence ambiante, puisque nous sommes passés d'une époque où la production et la diffusion d'informations vers le public constituaient une activité onéreuse à un environnement sociotechnique où la diffusion est à la portée de pratiquement toute personne dotée d'un téléphone connecté ou d'un appareil connecté. Et donc, ce que cette mutation dans le contexte socio-technique de la communication a engendré, c'est un changement dans l'identité des entreprises ou des personnes qui valorisent l'attention. Les plateformes en ligne valorisent l'attention en compilant des données massives à l'égard de tout ce qui est connecté au réseau. Et l'effet pervers que l'on observe, que plusieurs auteurs observent, c'est qu'il y a peu d'incitatifs financiers pour ces acteurs à purger une plateforme de tout contenu qui génère de l'attention dès lors que cette attention est valorisée ou valorisable dans le marché publicitaire. Ça a donné lieu à ce que Eugene Wallach, un auteur américain, un juriste américain, a désigné par l'expression du cheap speech. Alors, dans un texte de 1995, qui a passé inaperçu, ça a apparu dans une revue juridique, donc, et par conséquent, peu de gens l'ont retenu, mais essentiellement, ce que Wallach mentionnait, c'est que la généralisation d'Internet, qui, à l'époque, ne faisait qu'émerger, et des différents procédés de traitement d'information associés donc au numérique, sonne la fin du caractère onéreux de la prise de parole. Et par conséquent, alors qu'on était dans un univers où c'était des entreprises à responsabilité éditoriale qui valorisaient l'attention, les médias traditionnels au sens de ce qu'on appelle les médias, donc les journaux, les radios, les télés, et qui valorisaient l'attention en constituant des auditoires et en utilisant en quelque sorte leur capital de crédibilité pour constituer des auditoires qu'ils pouvaient ensuite valoriser sur le marché publicitaire, ben, ces entreprises ont été peu à peu supplantées. C'est ce que Wallach prévoyait en 1995 et effectivement, l'avenir, ce qui s'est passé par la suite après 1995 lui a donné raison. Par exemple, Shoshana Zuboff, dans son livre sur le capitalisme de surveillance, constatait effectivement que les entreprises en ligne ont réussi à prendre le contrôle de la majeure partie des systèmes et des activités de valorisation de l'information. C'est donc dans ce contexte-là qu'on doit revoir nos idées quant à l'attention comme ressource. Dans cet environnement hyper connecté, où il est de plus en plus facile de diffuser des informations, ben, la prise de parole n'est plus onéreuse, elle est à la portée de tout le monde, ce qui est bien, et Eugene Wallach salue cette évolution. Mais par contre, on est à risque de situations où il n'y a pas de balise à l'égard des entreprises dont le modèle commercial, dont le modèle d'affaires, c'est de valoriser l'attention. Et on le voit très concrètement, on le voit à chaque fois qu'un problème survient ou qu'une controverse survient. Les entreprises comme Meta et les autres réseaux sociaux se font rappeler à l'ordre. Cette semaine, c'était les autorités de l'Union européenne qui rappelaient à l'ordre les entreprises parce qu'il y avait de la désinformation. Et donc, forcément, ce que ça permet de mettre en lumière, c'est l'intérêt de recalibrer la liberté d'expression pour justement fonder produire un fondement rationnel à l'égard de mesures qui viendraient en quelque sorte rééquilibrer
le fonctionnement des espaces publics, désormais des espaces connectés. Et c'est là que le contexte généré par Internet doit être regardé de près. Bien sûr, il habilite de plus en plus de personnes à disposer d'une tribune. Bien sûr, les auditeurs, les spectateurs ont des choix illimités. Par contre, le pouvoir détenu jusque-là par les médias, que j'appellerais les médias éditoriaux, c'est-à-dire ceux qui sont constitués avec une structure éditoriale, une structure de validation de ce qui est diffusé, ben, ils ont été évincés du marché de l'attention. Pourquoi? Ben parce que les entreprises en ligne ont la capacité de ciblage en raison de leur capacité de capter les données et de les traiter, une capacité de ciblage si fine qu'ils sont en mesure de proposer des offres au marché publicitaire beaucoup plus rentables. En fait, et ça met en cause justement cette liberté d'attention, puisque l'absence de balises à l'égard de ce qui peut être de la manipulation ou des activités déloyales, qui est engendrée par le fait que cette valorisation de l'attention, elle est essentiellement une valorisation de l'attention sans égard au contenu, finalement, sans égard à ce qui est, sans égard au sens de ce qui circule. Eh bien, ça réunit tout un ensemble de conditions pour faciliter l'exploitation des biais cognitifs, c'est-à-dire ces risques de modifier notre rapport à nous-mêmes, aux autres, aux médias et à la démocratie. C'est Célia Zolinsky, Marie-Lou Leroy et François Levin développent cette idée dans leur article de 2019. Et donc, face à ce triomphe du cheap speech, on est face au défi de repenser les conditions dans lesquelles se déroulent les échanges au sein de l'espace public. On a un contexte technologique qui engendre par défaut des normes techniques. L'environnement technique est générateur de normes. Et par défaut, ces normes fragilisent les médias fondés sur des processus de validation. Et il y a là un phénomène qui sape les équilibres entre les droits et les libertés. Et donc, d'où l'idée que le numérique met les libertés à risque. Et donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait face à ces risques? On n'est plus dans un univers où il s'agit de prétendre appeler le doigt au secours pour déterminer ou pour réguler chacun des messages. Mais par contre, il y a probablement beaucoup à faire pour identifier et éventuellement limiter les risques qui sont associés au fait que désormais, la valorisation de l'attention se fait sans aucune réelle balise. C'est essentiellement une question qui est régie par le soi-disant libre marché, qui est plus très libre. En fait, c'est un marché monopolistique, en fait, qui fait en sorte que l'attention elle est essentiellement monopolisée par les grands acteurs d'Internet. Alors, dans un monde où l'attention constitue la ressource rare, il faut des mécanismes de régulation capables d'assurer la loyauté des pratiques expressives sur les réseaux. Il n'y a plus de responsabilité éditoriale. Les grandes plateformes qui valorisent et donc qui tirent profit de la circulation de l'information n'ont plus d'incitatif à éventuellement mettre en place des balises. Ils réagissent selon des stratégies de relations publiques, essentiellement. On l'a vu lorsque, par exemple, il y a eu ce meurtrier qui a filmé en direct ses crimes en Nouvelle-Zélande. Eh bien là, il y a eu une opération de relations publiques de la part de Facebook. On dit, on ne le fera plus, on va être plus prudent à l'avenir. Et généralement, c'est la seule régulation qui semble actuellement mise en place et qui semble opératoire. Et donc, ce qu'il faut, c'est plutôt une régulation au niveau des processus alimentés aux algorithmes et à l'intelligence artificielle pour identifier les risques auxquels nous exposent ces procédés, ces processus,
et des instances crédibles et publiques pour expertiser les modes de fonctionnement des réseaux sociaux. Tout se passe comme si on était dans un univers aussi complexe que les médicaments. Les algorithmes, ce sont des objets techniques complexes qui peuvent avoir toutes sortes de conséquences et souvent des conséquences totalement imprévisibles, un peu comme les médicaments. Or, à la fin, dans la deuxième moitié du 20e siècle, on a appris à mettre en place des mécanismes de régulation pour encadrer le développement et la mise en marché de médicaments, même si c'était des objets complexes dont on ne pouvait pas toujours anticiper les conséquences. En fait, il est donc question d'une régulation au niveau des processus plutôt qu'au niveau des messages. Ce sont les processus impliqués dans la circulation des messages qui doivent être le point focal des régulations. Bien sûr, la régulation des messages fautifs, bien sûr, les messages fautifs devraient continuer à être l'objet de règles et de limites, mais c'est sans doute nécessaire, mais ce n'est certainement pas suffisant si on ne prend pas la peine de mettre en place des mécanismes régulateurs pour assurer une régulation des risques auxquels nous exposent les processus de circulation des messages. En somme, des régulations adaptées aux caractéristiques des environnements connectés. C'est bien beau de se plaindre et de se lamenter et de trouver déplorable le fonctionnement des environnements connectés, mais par contre, il est urgent de reconnaître que le développement des technologies, ce n'est pas uniquement de développer les technologies et d'être béatement admiratif à l'égard des prodiges que les technologies peuvent faire, mais c'est aussi développer, et c'est l'univers des sciences humaines qui est alors interpellé, développer des façons d'envisager les régulations de ces environnements. En somme, il s'agit de mettre en place des habilitations auprès d'instances et de réseaux de régulateurs, aussi bien des États que de la société civile ou que des instances internationales, pour actualiser ce que Normand Landry, le président de notre séance, appelle des droits sécurisants. Dans son livre sur droits et enjeux de la communication, en chapitre 2, il nous parle de droits sécurisants, c'est-à-dire, droits sécurisants, ça peut être compris, il me semble, comme étant une capacité d'identifier et de gérer les risques auxquels sont exposés les publics qui œuvrent dans cet univers connecté. Donc, des instances de régulation proactives, capables d'anticiper. Et là, il y a un progrès à faire, puisque souvent, dans certains milieux, notamment le milieu juridique, on a l'impression parfois que tout, bon, on a une panne de courant, en tout cas, que tout change sauf le droit. Non, le courant est revenu. Tout change sauf le droit. C'est comme si on devait continuer à réguler, comme on faisait au 19e siècle, des phénomènes qui appartiennent plutôt au 21e. Alors, donc, il y a un travail à faire très urgent pour assurer la mise en place de systèmes de régulation, d'instances de régulation, pas uniquement étatiques, mais fonctionnant de façon conséquente avec l'univers technologique dans lequel nous vivons, capable d'intervenir et d'expertiser les processus carburant aux algorithmes et à l'intelligence artificielle. Et là, bien sûr, on paye cher le démantèlement de l'État qui a prévalu comme une espèce de credo au cours des 2-3 dernières décennies, c'est-à-dire où on considérait que les gens qui étaient innovateurs, les gens qui étaient brillants, ils n'allaient surtout pas dans les services publics, ils allaient dans le privé. Alors forcément, on se retrouve avec un déficit d'expertise pour lequel il y a du rattrapage à faire. Et il faut envisager qu'on est dans un réseau. On ne peut plus envisager la régulation comme étant se déroulant en silos, relevant de tel ministère, avec sa hiérarchie, avec sa bureaucratie, et avec le temps de réaction qui est souvent bon pour l'époque où on se déplaçait à cheval, mais qui est probablement totalement déconnecté dans l'univers qui est désormais le nôtre. Donc, des instances plurielles œuvrant en réseau, des instances capables d'agir en concertation, mais aussi en réseau avec les autres, un peu à la manière de ces laboratoires qui, un peu partout sur la planète, expertisent les médicaments avant qu'ils soient mis en marché.
Voilà un exemple qui, évidemment, comme tout exemple, est boiteux, mais qui identifie un certain nombre de caractéristiques de ces types de régulation qu'il faut envisager si on veut véritablement assurer une réelle gestion des risques auxquels nous exposent ces mutations dans la valorisation de l'attention. Et ça m'amène à ma conclusion, finalement, où dans cet exposé, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps, là, on a cherché à expliquer en quoi la liberté d'expression n'est pas suffisante. C'est une notion nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour rendre compte des enjeux de protection des droits fondamentaux dans les espaces connectés. Il faut porter attention à l'attention, justement. Il faut se demander quels sont les risques auxquels sont exposés les personnes œuvrant ou participant à ce monde connecté. Il faut le faire en réinventant nos façons de réguler. Et là, bien sûr, il y a un réel et urgent retard à rattraper. C'est ma conclusion. Je vous salue et vous remercie.